C'est un double plaisir de te recevoir, Michel. D'abord parce que, vous allez le voir, Michel Torrekens construit petit à petit, de manière assez discrète, lentement, une œuvre qui, me semble-t-il, très personnelle, originale et assez reconnaissable, et on y reviendra, notamment par les thèmes que tu traites, que tu abordes, qui reviennent régulièrement à la fois dans le roman dont on va parler, mais également dans tes recueils de nouvelles, tes nouvelles que tu as publiées. Et donc, effectivement, aussi, double plaisir, je le disais, parce que nous sommes effectivement tous les deux collaborateurs de la revue Le Carnet et les Instants, qui est la revue de littérature belge de langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et à ce titre, et comme... Voilà, vous voyez... Le professionnel. Mais oui, voilà. Et tout ça sans concertation. Hein. Alors, pour te présenter brièvement, donc tu es né à Gembloux, tu es licencié en philologie romane. Depuis plusieurs années, tu travailles comme journaliste au journal des familles Le Ligueur, que vous connaissez certainement. Tu t'intéresses plus particulièrement aux questions liées aux droits de l'enfant et relations parentales. Alors, on verra qu'effectivement, ce sont des thèmes qui vont se retrouver dans tes œuvres de fiction, dans tes textes de fiction. À côté de l'écriture journalistique, on te doit de nombreuses critiques aussi et chroniques littéraires, notamment dans Le Carnet, mais dans d'autres revues. Je pense à Textile, tu avais publié aussi. Textile pendant de longues années aussi pour la revue Indication. Pour la revue Indication, effectivement, des voisins. Qui sont effectivement ils sont voisins, dans le quartier, oui. Qui actuellement, c'est une revue aussi de critiques littéraires, mais aussi axée sur les jeunes, hein, justement. Qui était axée sur les jeunes, revue qui faisait d'ailleurs le bonheur des jeunes, puisqu'elle proposait des comptes rendus de romans qu'on pouvait trouver en bibliothèque, et beaucoup de jeunes ont pillé cette revue quand on leur demandait des travaux au cours de français. Voilà, effectivement, voilà. Mais la revue a évolué, oui. Et c'est pour ça que je n'y collabore plus. Pas parce qu'elle a évolué dans un mauvais sens, au contraire, elle a évolué dans un très bon sens, mais maintenant, les collaborateurs de la revue sont des jeunes eux-mêmes. Oui, parce que la revue est éditée par une ASBL, qui est une ASBL reconnue comme organisation de jeunesse. Et voilà, mon physique parle pour moi, vous comprendrez pourquoi je n'en suis plus collaborateur. Et donc effectivement, c'est maintenant, on peut retrouver ça aussi sur Internet sous le nom de Carou. Voilà. Hein, c'est une plateforme aussi et qui s'est élargie au cinéma, à la bande dessinée, etc. C'est ça. Non, ils ont fait un travail assez remarquable ces derniers temps. Ils sont effectivement, les locaux sont ici juste à côté. Et donc, chronique littéraire dans diverses revues, mais aussi, et c'est pour ça que on te reçoit ce soir, c'est ton travail de fiction, et on s'appuiera pour notre discussion, si tu le veux bien, Michel, sur ces deux derniers ouvrages parus, donc le Géranium de Monsieur Jean, un roman. On verra encore comment il s'articule, et puis ce recueil de nouvelles, Papa, aux éditions Zélige, comme le roman, recueil qui est paru l'année passée. Hein, c'est ça. Tout à fait, oui. Voilà. Au mois de juin. Fête des pères oblige. De l'année dernière, effectivement. Pour moi, la nouvelle est tout autant un genre littéraire qu'un genre journalistique. Par exemple, c'est moins le cas dans la tradition francophone, mais dans le monde anglo-saxon, c'est très reconnu de publier de la nouvelle dans les journaux, et des auteurs très connus, je vais prendre le cas de Fitzgerald, il a d'abord fait sa carrière, et ses plus gros revenus, il les tirait des publications dans les journaux. D'ailleurs, le mot nouvelle est à double sens et explique qu'on est à cheval sur deux mondes, et c'est un aspect qui, moi, me plaisait beaucoup. Et
je suis à chaque fois ravi quand une nouvelle paraît en avant-première dans un journal. Malheureusement, ça se fait de moins en moins, comme un peu tout pour la littérature. La littérature devient de plus en plus une activité un peu en retrait. Il y avait une époque où le soir, par exemple, publiait assez régulièrement des nouvelles. La Libre Belgique, pour prendre un autre titre de référence en Belgique, l'a fait également. Souvent, ces nouvelles paraissaient dans les pages opinion. Et c'était une manière d'aborder une réalité de la société, mais par le biais de la fiction. Parce que je pense que la fiction est un excellent moyen pour justement comprendre le monde qui nous entoure ou des réalités de vie qui ne sont pas nécessairement contemporaines, mais à travers la littérature et sans qu'il y ait d'hiérarchie de valeurs dans ce que je dis. La littérature contribue à approcher certaines réalités comme la sociologie le fait, la psychologie le fait, l'histoire. Sur le thème des papas, toutes ces sciences ont abordé le thème et tout cela se complète très très bien. Alors on parlait de nouvelles, effectivement, c'est vrai que la nouvelle a j'ai envie de dire, à mauvaise presse. En tout cas, c'est vrai que cette difficulté pour la nouvelle de se trouver un public, les éditeurs aussi sont un peu frileux face à la nouvelle, même si... Alors, je ne sais pas s'il y a des nouvellistes en herbe ici dans la salle. Il y a une maison d'édition à Louvain-la-Neuve qui s'appelle Quadrature, qui ne publie que des nouvelles. Voilà. Et ce n'était pas préparé. Non, tout ça n'était pas préparé. C'est hallucinant. Mais non, effectivement. C'est un dernier qui vient de sortir. Je vous le recommande. C'est un vrai coup de cœur de ma part, d'une nouvelle nouvelliste. C'est un premier recueil de Zoé Derlein qui s'intitule Le goût de la limace. Et effectivement, les éditions Quadrature se sont lancées dans ce pari complètement fou de n'éditer que de la nouvelle. 4 recueils par an. Ils sont un comité de 9 lecteurs. Ce sont des passionnés. Et en plus, ce sont des très beaux ouvrages. De très beaux ouvrages. Plusieurs de leurs auteurs ont depuis fait carrière, j'ai envie de dire. Certains se sont retrouvés chez Gallimard. Et c'est à l'origine essentiellement des romanistes qui se sont lancés dans cette aventure. Et la spécificité, c'est qu'il faut unanimité du comité de lecture sur le manuscrit. Il y a des choses qui se font, mais la nouvelle a toujours du mal à se frayer, à la fois dans la presse littéraire, mais se frayer un chemin vers un public. Je pense que alors que, justement, on s'attendrait à quelque chose de rapide dans une société aujourd'hui qui pourrait peut-être justement trouver un public. Oui, la question de la rapidité est souvent mise en avant. Je ne suis pas certain que ce soit le meilleur argument. Ça intervient certainement. Je pense que c'est un problème aussi de reconnaissance et d'organisation, entre guillemets, du marché. Je fais souvent le parallèle avec le court-métrage. Le court-métrage, il en sort des dizaines, voire des centaines en Belgique. Mais qui a accès au court-métrage? Il y avait une époque où, avant le lancement d'un long-métrage au cinéma, on avait parfois la projection d'un court-métrage. À la télévision, à nouveau, parfois on diffusait des courts-métrages. Maintenant, il faut aller dans des festivals, voire des festivals même spécialisés. Il y a un festival du court-métrage à Namur, il y en a à Bruxelles. Oui, mais comme Namurois, je vais défendre un peu mes terres. Non, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit. Et donc, voilà. Et pourtant, c'est dans les courts-métrages que se dessinent les futurs réalisateurs que nous allons découvrir. Tous les noms connus, Jacob van Dormael et d'autres, je prends celui-là parce que c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, se sont d'abord fait connaître par des courts-métrages. Et peut-être que la nouvelle souffre un peu du même mécanisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chambre d'écho.
Et à nouveau, je pense que c'est un problème assez général à la littérature. Les émissions littéraires sont devenues peau de chagrin et quand elles existent, elles sont reléguées à des heures tardives. Heureusement que maintenant, il y a Internet qui nous permet de revisionner ces émissions à des heures pour moi décentes. On va s'attarder un petit moment sur ce premier roman que tu as publié il y a 4 ans, 3-4 ans, le Géranium de Monsieur Jean, qui d'une certaine façon, on va le voir, s'apparente à la forme de la nouvelle, dans le sens, dans son organisation, dans sa structure, j'ai envie de dire. Mais peut-être avant ça, tu pourrais revenir sur le début du roman, sur le pitch, comme on dit. Je préfère dire la trame du roman. L'idée de ce roman, elle est venue de ce que j'avais pu lire sur les personnes âgées. Que souvent, que ce soit en littérature ou au cinéma, on abordait selon 2 axes. Soit l'axe caricatural, où on présentait la personne âgée comme une personne irascible, insupportable, exemple Tati Daniel, soit un univers complètement, enfin pas complètement, un univers édulcoré, avec beaucoup de poésie, ce qui est positif en soi, mais qui nous éloignait de la réalité. J'avais l'impression qu'on contournait tout le temps le sujet en tant que tel. Bon, depuis j'ai lu d'autres livres, non, il y a des livres qui ne contournent pas le réalisme propre au grand âge, et j'ai eu envie d'aborder ce sujet-là, notamment parce que ma grand-mère s'est retrouvée en maison de repos, et j'ai eu une émotion face à cela, c'est-à-dire mon impuissance. Mon impuissance a donné un sens, à mes yeux, à ce qu'elle vivait là. Et donc je me suis posé la question, mais comment passe-t-on dans cet âge, où d'ailleurs bien souvent on revit en collectivité ce qu'on a peut-être connu qu'une fois précédemment dans sa vie, c'est-à-dire dans les mouvements de jeunesse ou bien en internat. Et donc c'est quand même un changement de vie assez impressionnant. En plus, ma grand-mère ne pouvait pas quitter sa chambre. Et donc, c'est cette émotion-là qui m'a porté pour essayer d'en savoir un peu plus sur le vécu dans les maisons de repos. Et le livre a eu 2 vies. La première, ça a été des rencontres avec des milieux littéraires, en librairie, en bibliothèque. Et puis j'ai été étonné d'être invité de plus en plus à rencontrer des professionnels de la santé. Et ça a été pour moi une découverte et ça a été vraiment génial. Encore cette semaine, j'ai reçu un mail d'une personne dont la maman a lu le livre et qui me disait que sa maman travaille comme aide-soignante en maison de repos et qu'elle a trouvé que c'est un livre qui devrait être lu par le personnel des maisons de repos parce que c'est une manière de dire le vécu de la personne âgée qu'un cours ou qu'une formation ou qu'un séminaire sur le bien-être de la personne âgée abordera, mais pas de la même façon. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la littérature permet de voir les choses, de les présenter sous un jour inédit. Cette idée que le roman procéderait par nouvelles, moi, je n'en avais pas pris conscience au moment de l'écriture. Je ne pense pas que ce soit des nouvelles parce qu'il n'y a pas le mécanisme de la chute. Oui. L'avantage de la nouvelle, c'est qu'elle permet aussi à l'écrivain de passer d'un registre à un autre, d'un univers à un autre, tandis qu'ici, on reste dans le même univers. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est un travail par fragments, et c'est un travail sur, l'expression n'est pas bonne, mais sur le court terme. Mais je me demande si ce n'est pas dû à ma façon d'écrire. Oui, oui. Dans le sens où je travaille par fragments, et chaque fois sur des temps d'écriture qui sont assez courts. De par ma vie, j'écris dans le train lors d'une navette, j'écris en étant assis dans un café, j'écris et j'écris d'abord dans ma tête, avant d'écrire sur le papier. Mais les idées viennent comme cela, et je n'écris jamais, comme d'autres écrivains le font, 4 heures d'affilée. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être cela mon rythme d'écriture.
quand tu as commencé la rencontre, tu as parlé des questions d'éducation. Et je ne sais pas pourquoi, en t'entendant l'expliquer, j'ai pensé au mot transmission. Et je me demande si, dans ce qui m'intéresse, ce ne sont pas davantage des questions de transmission. Transmission de génération, ce qu'on retrouve dans le Géranium de Monsieur Jean, où se juxtaposent 4 générations. Et il y a des passages de relais de génération à l'autre. Dans l'histoire, dans les nouvelles de père, là, très clairement, la transmission est présente, et je dirais même davantage la non-transmission. Voilà. Parce que les pères, en l'occurrence ici décrits, pour la grande majorité, sont des ombres, absents, totalement ou en partie, ce qui crée une grande frustration chez leur fils ou leur fille. Et dans les recueils précédents, il y avait déjà ces questions de transmission. Les 13 portraits que tu proposes dans ce recueil de nouvelles Papa, effectivement, ce sont des personnages finalement qui ont une forme d'universalité qu'on peut retrouver un peu partout. Et d'ailleurs, tu nous fais voyager aussi dans ce recueil, puisqu'on est à Bruxelles, on est en France, on est en Afrique, l'Afrique qui revient aussi régulièrement sous ta plume. Hein. Je me souviens du recueil, ton premier recueil, L'herbe qui souffre, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est une nouvelle qui aborde l'Afrique. Et c'est là l'importance des non-dits. C'est ça. Michel Lambert, qui est un ami écrivain, dit toujours « Il n'y a pas de littérature qui ne soit une littérature du secret. Il faut laisser des parts d'ombre que, en fait, inconsciemment ou consciemment, le lecteur va venir combler. Oui. Michel Lambert, grand auteur de nouvelles aussi, notamment. Oui. Et spécialiste de Fitzgerald. Enfin bon. Donc